chers amis. J'ai grand plaisir, parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup en tant que naturaliste et touriste. Un endroit que j'aime beaucoup, cet archipel des Galapagos, un bout du monde qui est vraiment, vraiment très, très attirant. Et j'espère que, un certain nombre d'entre vous auront, la chance de découvrir, cet archipel avec Voyage d'exception. Alors, ce sont des îles qui ont surgi des profondeurs de l'océan Pacifique il y a des milliers d'années, qu'est-ce que je dis? Des millions d'années maintenant. Il faut savoir, et on va voir une carte tout de suite, que ce sont des îles qui sont, comment dire? Très éloignées des côtes, puisque on est tout de même, je n'arrive pas à passer, voilà, on est tout de même à 1000 kilomètres, vous le voyez sur la petite carte qui est en haut à droite, du continent, 1000 kilomètres de l'équateur en tant que pays, mais on est aussi sur l'équateur, la ligne équatoriale. 1000 kilomètres, c'est important. Euh, Ça n'empêche pas que c'est une destination majeure dans le monde en matière d'observation de la faune. Et on a coutume de dire que c'est un véritable laboratoire vivant de l'évolution. En cela, elles sont effectivement uniques au monde. Non seulement elles sont très loin, je viens de vous le dire, mais elles sont très éloignées les unes des autres. Ça veut dire que la sélection naturelle, on va en parler avec Darwin dans un instant, a fait que les espèces des Galapagos, beaucoup d'espèces des Galapagos, presque la moitié pour ce qui concerne les oiseaux qui y sont présents, sont endémiques. Endémique, vous vous souvenez ce que ça veut dire? Ça signifie que ce sont des espèces qui n'existent que là. Et il y a même un endémisme pire ou mieux, je ne sais pas ce que je pourrais dire, dans ce sens qu'il y a des espèces qui n'existent que sur certaines îles des Galapagos et pas dans toutes les Galapagos. Donc ça fait vraiment la différence avec d'autres sites et d'autres archipels. Et Darwin, ben, vous le savez, a publié en 1859 sa théorie de l'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle. Et il a fait ça après une longue, longue réflexion, puisque le tour du monde qu'il a effectué, c'était dans les années 30. Il était au Galapagos d'ailleurs en 1835. Alors on va parler d'un tas de choses, on va parler des iguanes marins qui vont brouter les algues à plusieurs mètres de profondeur, on va parler des tortues terrestres géantes, des tortues marines bien entendu, des cormorans qui ont perdu leurs ailes, les fous qui ont des pattes de toutes les couleurs, en tout cas les différentes espèces, la frégate qui gonfle sa poche écarlate sous le bec, une explosion de couleurs et puis une diversité de comportements originaux qui est très impressionnant dans cette destination, sur cette destination. Savez-vous, ou saviez-vous qu'il y a même des manchots au Galapagos? Je vais vous en parler dans un instant. Alors, vous voyez sur cette carte que toutes les îles sont assez éloignées les unes des autres. C'est difficile parce qu'on ne voit pas bien l'échelle, mais je suis sûr que vous me croyez sur parole. Et ce qu'il faut savoir et qui est le plus important, c'est que plus on va vers l'ouest, donc vers la gauche sur la carte, et bien plus les îles sont récentes et plus les îles sont actives. C'est la raison pour laquelle les éruptions volcaniques essentielles en ce moment et depuis un certain nombre d'années ont lieu sur l'île d'Isabella et sur l'île Fernandina, qui font partie des îles que vous visiterez d'ailleurs. Alors, je vous l'ai dit, on est sur la ligne équatoriale. On passe l'équateur plusieurs fois. On ne le célèbre qu'une fois parce qu'on ne peut pas faire la fête toutes les demi-journées. Mais effectivement, on tourne autour de l'équateur, si je puis dire, quasi quotidiennement. Il y a à peu près 28 000 habitants, on va dire un peu moins de 30 000 habitants sur les Galapagos, avec une ville principale qui est Puerto Ayora, dont vous voyez le port ici. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a des pélicans, il y a comment dire, des otaries dans les bateaux, enfin, jusque jusque dans les cités. Celle-là est la plus grande, elle fait 16 000 habitants sur les 30 000. Et bien, jusque dans les cités, il y a des animaux vraiment très, très étonnants. Alors, je vous ai dit que les îles qui étaient les plus à l'ouest étaient très actives, ce sont les plus récentes, et il y a de quoi être actif, puisque vous voyez les Galapagos, là, c'est une grande échelle, mais vous voyez que effectivement, on est loin de l'équateur et en même temps, on n'est pas très, très loin des continents américains, mais surtout, on est, comment dire, presque à l'intersection
de la plaque de Nazca, de la plaque des Cocos et de la plaque Pacifique. Je parle bien évidemment de plaques tectoniques, ce qui fait qu'il y a dans toutes ces régions-là beaucoup de séismes. Et les Galapagos sont des îles volcaniques. Ce sont des îles volcaniques à part entière, puisque ce sont, on peut le dire à l'envers, ce sont les volcans qui ont formé les îles Galapagos il y a un certain nombre de millions d'années. Voilà d'ailleurs un volcan dont j'ai eu la chance de photographier en 2018 une petite partie de l'éruption, volcan Sierra Negra. C'est sur une île où vous irez également, l'île Isabella, la grande île en forme d'hippocampe. Je ne vais pas avoir le culot de vous promettre une éruption, mais c'est une éventualité qu'il ne faut pas complètement écarter. Alors, quelques paysages, quelques écosystèmes, quelques biotopes pour commencer. Là, vous reconnaissez bien un profil volcanique vraiment tout à fait typique, ce qui n'empêche pas qu'il y ait, vous le voyez au centre de la photo, qu'il y ait des plages donc de sable coquillé, c'est-à-dire le résultat de millions d'années de broyage par le flux et les reflux des coquillages. Et puis, ben voilà le profil caractéristique des îles volcaniques. Ça, c'est une petite île qui n'est pas, parce qu'elle est, comment dire, en pleine phase de recherche scientifique, donc elle n'est pas accessible depuis longtemps au grand public, mais on voit bien que c'est un cratère volcanique. Elle s'appelle Daphné Major. Évidemment, sur ces îles au volcanisme récent, on va trouver on va dire les manifestations secondaires du volcanisme assez extraordinaires. Ben, là, on a des laves cordées qui sont vraiment magnifiques. On dirait que ça a été dessiné de main d'homme. Ça n'empêche que même si lorsque le volcanisme est récent, eh bien, la végétation a bien du mal à s'installer, mais il y a quand même les premiers pionniers que sont la mousse et les lichens. Et dans les petites cavités dans la lave où l'eau de pluie peut être retenue, eh bien, il suffit que dans ces cavités humides soient délivrées grâce aux fientes des oiseaux ou par le vent un certain nombre de graines pour que la végétation s'implante. Et en l'occurrence, vous m'entendrez souvent d'ailleurs dire des Galapagos ou des laves, puisque c'est la caractéristique de toutes ces espèces endémiques des Galapagos, c'est qu'on les appelle d'un nom ou de l'autre, d'un qualificatif ou de l'autre. Et celui-ci, ça ne vous étonnera plus donc, c'est le cactus des laves, qui est endémique des Galapagos. Il y a aussi de grandes plages de sable blanc, de sable coquillé. Là, je m'étais arrangé, puisque je voulais une photo d'écosystème, pour vous prendre une photo où il n'y a pas d'animaux, mais inutile de vous dire qu'il peut y en avoir beaucoup, que ce soit les fous qui plongent, les iguanes qui traversent, les otaries qui se reposent et qui bullent. Il peut y avoir beaucoup d'animaux. Et puis, encore quelques paysages avec une plage petit à petit colonisée par la végétation en haut à gauche, avec une plage rouge, ça c'est l'île de Rabida, avec un sable plein de fer. Tout en bas à droite, ce qu'on appelle les Opuntia, c'est la famille en fait qui correspond à toutes ces plantes à raquettes que sont les figuiers de Barbarie. Et en bas à gauche, des arbres tout à fait typiques des Galapagos qui s'appellent Palos Santos et qui effectivement ressemblent, ils sont très pâles, ils sont blancs comme leur nom l'indique, ils sont généralement considérés comme des arbres morts quand il n'y a pas de feuilles, à la saison où il n'y a pas de feuilles, parce que ils sont tout blancs et tout démunis, mais ils ne sont pas morts du tout. Et vous voyez que là, on est à une période où ils sont en train ben voilà, de faire leurs feuilles. Encore un profil volcanique avec quelques rochers sur la partie haute de la photo. Si vous avez de bons yeux, vous pouvez voir au centre droit sur un rocher un petit oiseau dont on parlera tout à l'heure. Il n'est pas si petit que ça d'ailleurs. Et bizarrement, il a les pieds bleus. Et en dessous, un milieu naturel qu'on oublie de citer souvent pour les Galapagos, pas sur toutes les îles, mais sur quelques-unes, ce sont évidemment les mangroves, les différentes mangroves, avec leurs arbres typiques et caractéristiques que sont les fameux palétuviers. Alors, de l'autre côté, puisque je vous ai dit que les îles à l'ouest étaient les plus récentes, de l'autre côté, on a les îles les plus anciennes. Et sur cette île-là,
sur l'île de Santa Cruz, il y a, c'est une curiosité volcanique et touristique, il y a 2 cratères qui s'appellent Los Gemelos, les jumeaux, qui se sont effondrés. Et comme ça fait très longtemps, eh bien, la végétation s'est développée sur les bords et à l'intérieur. Et c'est assez intéressant de voir ça quand on a vu juste avant ou quand on verra juste après des profils extrêmement volcanique avec finalement du noir, du noir et du noir, puisque c'est essentiellement du basalte. Je vous l'ai dit en préambule, Darwin, qui était tout jeune homme en 1831, il a été pressenti pour faire en gros, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, stagiaire naturaliste sur le bateau qui s'appelle le Beagle. C'était en 1831, il avait pas 22 ans ou tout juste, et ce voyage qui devait durer 2 ans a duré 5 ans. Je vous ai mis des photos de Darwin, comment dire, à un âge un petit peu avancé tout de même, une barbe magnifique, j'ai jamais réussi à avoir la même. Et effectivement, lorsqu'il est parti, il n'avait tout de même pas exactement cette allure-là. Mais son passage aux Galapagos, même s'il a duré beaucoup moins longtemps qu'on l'imagine, puisque sur 5 ans, ils ne sont passés que 3 semaines aux Galapagos, ils n'ont passé que 3 semaines aux Galapagos, mais ça fait partie des endroits qui l'ont marqué majoritairement. Et bah, après des années de réflexion, il a 23 ans très exactement, après le retour de voyage, il a publié ce fameux livre qui a fait un bruit fou, qui s'appelait L'origine des espèces par le moyen de la sélection naturelle. Voilà son voyage, et vous voyez dans la loupe en haut à gauche qu'il est passé aux Galapagos en 1835. D'ailleurs, sur cette île, sur laquelle l'île Bartholomé, sur laquelle vous irez, eh bien, il y a un lac qui s'appelle le lac Darwin, tout simplement parce que Darwin y a débarqué. Donc, vous aurez peut-être, j'ai eu cette chance, le grand honneur de débarquer sur les pas de Charles Darwin, quelque temps après quand même, presque 2 siècles après. Alors, la faune, je vous l'ai dit aussi, est complètement hallucinante, avec des espèces qu'on n'est pas forcément très étonné de trouver sur des îles très isolées parce qu'elles savent voler ou nager. Bien sûr, les oiseaux et les mammifères marins, et toutes les autres espèces, et il y en a beaucoup, des insectes, des reptiles et les graines de végétaux, puisque les végétaux ont poussé, toutes les autres espèces sont arrivées, c'est l'hypothèse la plus couramment admise maintenant, par dérive de radeaux végétaux lorsqu'il y avait des grandes crues qui arrachaient tous les arbres sur le continent. Et on a pu identifier relativement récemment ces périodes de grandes crues qui peut-être ont été à l'origine du peuplement faunistique des îles, floristique et faunistique des îles Galapagos. Et puis, je vous l'ai dit aussi, c'est cet isolement des îles depuis le continent et puis entre elles qui a favorisé la diversification des espèces et leur évolution de manière tout à fait individuelle et particulière. Alors, j'ai commencé par l'iguane terrestre, parce que bah, c'est un animal que Darwin avait beaucoup observé aussi. Et l'iguane terrestre, lui, c'est un grand, grand amateur des raquettes d'Opuntia, des raquettes des figuiers de Barbarie, comme vous le voyez sur cette photo. Et ce qui a beaucoup intéressé Darwin, c'est que aux Galapagos, et j'insiste beaucoup, essentiellement, qu'est-ce que je raconte? Uniquement aux Galapagos, pas essentiellement, uniquement aux Galapagos, il y a un lézard, un iguane, qui s'appelle l'iguane marin, que vous voyez sur cette photo, qui n'existe pas ailleurs, je me répète, mais c'est volontaire, et qui a la particularité de plonger à jusqu'à 20-25 mètres de profondeur pour aller brouter des algues. Il est équipé pour, il a une queue qui peut faire nageoire, il est capable d'excréter le sel quand il est en plongée, de faire diminuer le rythme de son métabolisme. Enfin bref, c'est une curiosité naturelle extraordinaire qui n'existe que là-bas. Et Darwin avait bien pressenti qu'il n'était pas sorti de nulle part et que probablement, et ça a été vérifié après, l'iguane terrestre jaune que je viens de vous présenter et l'iguane marin qui est plus dans les tons foncés, gris, eh bien, avaient le même ancêtre. Toujours dans les reptiles, les tortues terrestres, et on peut même les appeler celles-ci les tortues éléphantines. Il n'y en a que aux Galapagos
et aux îles Seychelles. Ce ne sont pas les mêmes espèces évidemment, et ce sont des tortues qui peuvent peser jusqu'à 400 kilos. Donc c'est absolument phénoménal. Ce sont des tortues que vous verrez aussi. C'est toujours assez intéressant d'aller se faire raconter quelle est leur biologie, comment elles ont été découvertes, etc. Et bien évidemment, il y a aussi tout autour des Galapagos les tortues marines. Et les tortues marines, je vous en parlerai tout à l'heure, mais vous allez faire du PMT, palme masque tuba. On m'a dit que c'était mieux que snorkeling, même si c'est la même chose. Eh bien, lorsque vous serez en surface, vous aurez la joie, très certainement, de nager de temps à autre avec des tortues marines, comme les tortues vertes, par exemple, ou les tortues à écailles. Et ces tortues sont très différentes des tortues terrestres en un point au moins que vous constatez sur cette photo, c'est que elles n'ont pas la possibilité de rétracter leur tête et leur nageoire sous la carapace pour se protéger comme le font les tortues terrestres. Alors évidemment, du coup, elles sont plus vulnérables quand il y a des prédateurs comme des requins ou des orques, mais en même temps, l'avantage, c'est qu'elles sont infiniment plus hydrodynamiques que si elles avaient des trous partout et qu'elles pouvaient se rentrer sous la carapace. Les œufs très souples qui sont pondus, 80 à 100 œufs par ponte selon les espèces de tortues marines, et puis cette fameuse arribada, c'est-à-dire l'arrivée des tortues marines en masse. Elles peuvent être des centaines, des milliers sur les plages consacrées, et elles viennent pondre, évidemment, vous connaissez l'histoire, là où elles ont éclos. Quelques pélicans, qui sont d'ailleurs tous de la même espèce. Celui qui est marron a donné son nom à l'espèce pélican brun. C'est d'ailleurs étrange parce que le pélican brun, c'est le jeune, alors que les pélicans bruns adultes, vous voyez les autres, ont des couleurs nettement plus contrastées, nettement plus vives. Vous voyez une espèce de sterne qui s'appelle un Audi sur la photo en bas à droite, qui est là en train de guetter parce que il y a toujours, quand les pélicans, lassés d'un long voyage, filtrent, si je puis m'exprimer ainsi, un banc de poissons, bah, il y en a toujours qui leur échappent, et c'est très intéressant évidemment pour les autres pêcheurs qui peuvent ainsi ne pas trop se donner de mal. Celle-ci, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle est complètement endémique. C'est la mouette obscure, mais on l'appelle aussi la mouette des laves. Elle est toute grise avec ce joli petit cercle orbital partiel là, autour de l'œil. Et je crois qu'il en reste quelque chose comme 400 couples maximum dans le monde, puisqu'il n'y en a qu'au Galapagos. Donc c'est très vraisemblablement la mouette la plus rare du monde. Celle-ci est très étonnante, elle est un peu moins rare, mais fabuleuse, puisque c'est la seule mouette nocturne qui existe dans le monde. Et la situation au Galapagos est très particulière, c'est que les frégates, dont je vais vous parler dans un instant, étaient des concurrentes très sérieuses, et même auprès desquelles cette mouette, qui s'appelle la mouette à queue d'aronde, ne faisait pas le poids. Donc petit à petit, au cours de leur évolution, elles ont appris à devenir nocturnes. Elles pêchent de manière nocturne. Et comme tous les oiseaux qui ont cette faculté de vivre crépusculairement ou nocturnement, eh bien, on a une pupille, un iris beaucoup plus large et souvent un cercle orbital rouge. Voilà justement l'auteur du crime, celle qui a obligé les mouettes à queue d'aronde à, à se consacrer à une pêche nocturne, c'est la fameuse frégate. Il y en a deux espèces qui se ressemblent extrêmement précisément, donc c'est assez difficile la frégate superbe et la frégate du Pacifique. Toujours est-il que les mâles, lorsqu'ils font les intéressants, je veux dire par là lorsqu'ils doivent séduire, eh bien, ils gonflent cette énorme poche gulaire. Gula, c'est la gorge en latin, hein, donc effectivement, ça décrit bien là où elle se situe. Et bah, ça fait bizarre quand même, parce qu'on voit bien que ça les gêne, ils sont obligés de lever le bec comme ça, mais c'est un atout, c'est ce qu'on appelle un caractère sexuel secondaire, c'est un atout très important, puisque plus on aura une poche bien gonflée et plus elle sera écarlate, plus on sera séduisant. Voilà madame, si je puis m'exprimer ainsi, qui n'a pas cette poche gulaire et qui a donc le poitrail blanc, alors que le mâle est tout noir en dehors de la poche, en train de couver son œuf au blond. Et
un petit peu plus tard, il y aura le jeune. Donc, vous voyez qu'il y a un dimorphisme du point de vue des couleurs, un dimorphisme sexuel et aussi entre les âges qui est assez important. La frégate, on pourrait dire, c'est un peu le pirate des airs, parce que très bizarrement, alors que c'est un oiseau de mer, elle n'est pas capable de se poser sur l'eau. Elle n'a pas les pattes palmées, elle a une espèce de grosses pattes de poulet. C'est pas très gentil pour les poulets, mais c'est une réalité. En revanche, elle pirate les oiseaux de mer, les mouettes, les sternes, en les harcelant jusqu'à ce que ça existe dans le nord avec ce qu'on appelle les labs ou dans le sud avec les skuas, en les harcelant jusqu'à ce qu'elles lâchent leur proie. Et comme ce sont de véritables acrobates, les frégates, elles font 2 ou 3 loopings et elles récupèrent la proie en question. Mais elles ne mettent jamais les pattes dans l'eau et de toute façon, elles ne sont pas vraiment étanches. À qui appartiennent ces drôles de pattes avec une couleur pas banale? Je pense que vous l'avez tous et toutes deviné. Ce sont évidemment les pattes du fou à pied bleu. Le fou à pied bleu qui est un cousin tropical de notre fou de bassan, vous savez, le plus grand oiseau de l'Atlantique Nord, qui fait quand même 1,80 m d'envergure. Celui-ci est un peu plus petit, mais il a les mêmes habitudes de chorégraphie assez amusantes et assez perfectionnées pour la parade nuptiale. Donc, lorsqu'un fou, bon, malheureusement, ça n'est qu'une photo, c'est pas un film, mais vous avez peut-être déjà vu ça. Lorsqu'un fou veut séduire et lorsque le partenaire est séduit également, ils entament à deux une véritable chorégraphie en levant les pattes une après l'autre, en tendant le cou, en écartant les ailes, en émettant des tas de bruits et de borboring. Mais c'est assez intéressant à voir et c'est le préalable évidemment à l'accouplement et à comment dire, et à la vie conjugale, si je puis m'exprimer ainsi, des fous. Alors, vous voyez des fous à pied bleu en train de plonger. Vous savez que comme tous les fous et comme notre fou de bassin, les fous plongent d'une hauteur qui peut être assez élevée, hein, 20-25 mètres, et ça les fait pénétrer dans l'eau puisque bah, c'est comme une fusée. Ils plient les ailes et ils rentrent dans l'eau avec leur bec pardon, très pointu, jusqu'à 10-12 mètres quelquefois. Donc, il leur faut des adaptations pour ne pas qu'ils se noient. La première, c'est que lorsqu'ils touchent l'eau à une hauteur pareille, le choc est quand même assez fort, assez violent. Donc, ils ont un crâne un crâne et un bec qui sont véritablement renforcés. Ah, ça se voit d'ailleurs à leur physionomie. Et puis, autre chose, ils gonflent à chaque fois qu'ils vont pêcher sur terre. Ils écartent leurs ailes et ils gonflent leurs poumons, au bout desquels ils ont les alvéoles avec ce qu'on appelle des sacs aériens qui leur procurent une espèce d'airbag, c'est-à-dire que non seulement ils vont pénétrer l'eau facilement et sans trop de choc, mais en plus les airbags vont amortir ce fameux choc de la plongée, de la crevaison de la surface de l'eau. Et de surcroît, eh bien, ils vont remonter, puisqu'ils ont plein d'air dans ces sacs aériens, ils vont remonter comme des bouchons. Sinon, très simplement, s'ils n'avaient pas ces adaptations, ils s'assommeraient et ils se noieraient. Donc encore des adaptations tout à fait merveilleuses de la nature. Et voilà, toujours avec les pieds bleus, les petits qui, vous le voyez peut-être en bordure de duvet, qui n'ont pas encore les pieds bleus, ça viendra à l'âge adulte. Et puis, vous aurez la chance, puisque vous irez à Genovesa, qui est la seule île où on les trouve facilement, les fous à pieds rouges, les cousins, c'est-à-dire bah, que, à part les mœurs sont quasiment les mêmes, mais ils ont les pieds rouges, et puis bah, il y a deux formes qui sont des hasards génétiques à la naissance, celle qui est café au lait comme celle-ci, puis d'autres formes qui sont plus blanches, mais toujours est-il que les pattes sont rouges. Et fin du fin, cerise sur le gâteau, eh bien, il y a même des fous comme ce fou de Nazca qui ont les pattes vert kaki. Donc, vous voyez qu'en matière de couleur, on est quand même tout à fait gâté. Alors, cet oiseau-là, il est magnifique. Il s'appelle, son nom un petit peu plus, comment dire, scientifique, c'est le phaéton avec un PH, mais vous le connaissez peut-être, vous connaissez peut-être des espèces cousines qu'on appelle les pailles en queue. Celui-ci aussi, on pourrait l'appeler le paille en queue, sauf qu'il y a des pailles en queue avec le bec jaune aux Seychelles, à La Réunion, aux Antilles. Il y a plusieurs espèces. Celui-ci, c'est le phaéton à bec rouge et il est absolument formidable parce qu'il est capable, déjà il est d'une grâce absolue avec ce petit bout de queue que vous voyez. Je vois qu'effectivement il y a des questions.
On me demande s'il y a une saison de prédilection pour observer les parades nuptiales et les poussins. Effectivement, c'est assez, ce qui est assez intéressant aux Galapagos, même s'il y a des saisons, même s'il y a des saisons de, comment dire, de reproduction, il y a tellement, tellement d'oiseaux que vous pouvez toujours tomber, quelle que soit la période à laquelle vous partirez, sur des parades nuptiales, sur des naissances, sur des œufs, etc. Donc, effectivement, un cormoran, bah, quand il est venu sur mon bateau, ma première réaction, la première fois que je suis allé aux Galapagos, je me suis demandé bah, s'il n'avait pas eu un problème congénital ou un problème accidentel, parce qu'il a des ailes complètement racornies. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est un cormoran qui s'appelle le cormoran aptère. Vous voyez qu'il a des pauvres petites ailes de poulet. Encore une fois, c'est pas très gentil pour les poulets. Et le cormoran aptère, il a l'originalité, bien évidemment, c'est encore une espèce endémique des Galapagos, il a l'originalité de ne plus avoir besoin de ses ailes. Bien, ça sert à rien d'avoir des ailes, pas besoin d'échapper aux prédateurs. Et il n'y a pas de prédateur du cormoran aux Galapagos. Donc, cette espèce qui s'est singulière, c'est le A privatif grec, hein, aptère, ça veut dire sans ailes, n'a plus que des moignons. Et comment dire, ça n'est pas du tout un souci. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a aussi Galapagos, des manchots, effectivement, qui font partie de ce petit groupe de manchots dans la grande famille des manchots, mais qui ne sont pas en Antarctique ou dans les îles subantarctiques. En fait, il y en a quatre. Il y a ce manchot qui s'appelle, quelle coïncidence, le manchot des Galapagos. Il y a un manchot un petit peu plus au sud, le long du littoral du Pérou, qui s'appelle le manchot de Humboldt. Et puis, ils ont deux cousins, un qui s'appelle le manchot de Magellan en Patagonie chilienne et argentine, et un autre au sud de l'Afrique du Sud qui s'appelle tout bêtement le manchot du Cap. Donc ces manchots, ils ont besoin, comme leurs congénères des pays froids et des régions froides, d'eau froide, et c'est la raison pour laquelle ils sont là quand même malgré l'air chaud, c'est que aux Galapagos, il y a des courants assez froids, pardon, assez froids qui passent, ce qui permet à ces manchots de survivre. Et vous pouvez voir sur ces photos qu'il y a toute une zone, et c'est le cas de ces quatre petits manchots, toute une zone dénudée, contrairement à leurs cousins des régions froides, eh bien, ils ont besoin d'évacuer la chaleur quand ils ne sont plus dans l'eau, et donc bah, c'est beaucoup plus facile d'évacuer les calories quand on a de la peau nue que quand on a des plumes par-dessus. Il y a des flamants roses aussi, comme vous le voyez, sauf que ce sont des flamants rouges. En fait, c'est un cousin de notre flamant rose qui est, vous le voyez, nettement plus rouge, qui existe aussi aux Caraïbes. Et il est vraiment absolument magnifique du point de vue des couleurs. Donc, vous voyez, on a des oiseaux très colorés et puis on a des oiseaux qu'on appelle cryptiques. Cryptique, ça veut dire que on est dans la couleur de l'environnement. C'est un camouflage formidable. D'ailleurs, ce héron qui s'appelle le héron des Galapagos ou le héron des laves, eh bien, c'est un héron qui est tout gris, comme finalement la couleur majeure des îles dans lesquelles il évolue, c'est-à-dire une couleur de basalte noir ou gris. Je vois une question, quelle période pour voir la ponte ou l'éclosion des tortues? Alors écoutez, c'est plus dans ces régions tropicales et équatoriales, c'est plus généralement à ce qui correspond à notre été. J'ai bien dit notre été, c'est-à-dire juillet, août, septembre, avec des éclosions jusqu'à octobre, mais ce n'est pas aux Galapagos qu'on peut voir les pontes des tortues. C'est un petit peu difficile, il faudrait plutôt aller, par exemple, au Costa Rica. C'est une autre histoire. Il y a des rapaces tout de même aux Galapagos, avec une buse qui s'appelle, je vais vous étonner, qui s'appelle la buse des Galapagos, qui est endémique elle aussi. Et la particularité, c'est que la femelle pratique la polyandrie. Polyandrie, ça veut dire que elle a 4, 5, 6, jusqu'à 8 mâles autour d'elle, avec lesquels elle va s'accoupler, avec tous. Et puis, du coup, il y aura pour le nid dans lequel elle va pondre un certain nombre d'œufs, eh bien, les mâles seront plusieurs à défendre le nid, à nourrir les petits, et finalement, ça assure un succès plus important de la reproduction. Il y a aussi des rapaces nocturnes, comme ce hibou qui existe chez nous,
une autre sous-espèce. Il s'appelle le hibou des marais ou les hiboux brachiotes, à la différence près que chez nous, ils mangent des campagnols, des souris, des rats, et là-bas, ils mangent des petits oiseaux de mer, les plus petits oiseaux de mer qui existent d'ailleurs, qui s'appellent les océanites, qu'on appelait avant les pétrels tempêtes. Et c'est spécialisé là-dedans. Vous voyez, toutes les familles sont représentées. Il y a aussi des colombidés, comme les pigeons, les colombes, les tourterelles, et celle-ci, vous allez trouver que j'exagère, mais sincèrement, je ne fais pas exprès, c'est la tourterelle des Galapagos. Celui-ci, sincèrement, il ne faut pas m'en vouloir, c'est le moqueur des Galapagos. Et le moqueur des Galapagos, il avait beaucoup intéressé Darwin parce qu'il s'est aperçu que selon les îles, ces moqueurs n'avaient pas exactement la même couleur, avaient le bec plus ou moins droit ou courbé, et étaient en train finalement de se singulariser, de se diversifier d'une île à l'autre. Et puis voilà les fameux pinsons de Darwin, qu'on appelle en fait les géospies. Vous savez qu'il y en avait 11 à 12, ça dépend si on considère le 12e ou pas. Et ce sont ces pinsons qui lui ont fait, une fois qu'il est revenu de voyage et qu'il a analysé tout ça, c'est entre autres, je dis bien grâce à ces pinsons récoltés aux Galapagos qu'il a pu, comment dire, alimenter sa thèse sur l'origine des espèces. Il y a d'autres petits passereaux, il n'y en a pas beaucoup, mais comme celui-ci qui s'appelle le moucherolle vermillon, une espèce de petit gobe-mouche qui est, vous voyez, est absolument ravissant, encore une fois, pour les couleurs. Je vois une question sur les moustiques. Il y en a, Paul vous a répondu de manière tout à fait juste. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup et on ne se plaint pas des moustiques aux Galapagos. Il ne faut pas oublier que dans la plupart des cas, on est en pleine mer, même si on est autour des îles. Il y a du vent, comme dans tous les sites océaniques, et donc les moustiques n'aiment pas le vent. Bien sûr, des mammifères marins, et j'ai choisi cette otarie, qui est une sous-espèce des Galapagos, mais qui, comment dire, fait partie de la grande espèce des otaries de Californie. Et les otaries sont très très à l'aise là-bas. On peut en voir très facilement beaucoup. Celle-ci est en train de nettoyer son sable et de se faire un grand plaisir dans une petite baie. Ça, c'est un jeune qui s'est frotté parce qu'il avait du sable partout, mais il n'a pas pu se frotter jusqu'à l'œil. Ça lui fait un petit masque assez amusant. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ces petites oreilles, ces petits pavillons auriculaires que vous voyez, non seulement c'est à l'origine du mot otari, otus ça veut dire l'oreille en latin, et quand vous allez chez l'otorino-laryngologiste, eh bien, vous allez également soigner vos oreilles. Donc ce petit pavillon auriculaire, disais-je, c'est ce qui différencie les otaries des phoques, puisque c'est la même grande famille, ça s'appelle les pinnipèdes, ce qui signifie les pieds en forme de nageoire, mais une des grandes différences, il n'y a pas que celle-là, c'est que les otaries ont des pavillons auriculaires et les phoques pas. Ça ne veut pas dire que les phoques n'entendent pas, mais simplement ils ont un conduit auditif qui débouche sur un trou. Il n'y a pas de pavillon. Donc voilà, le moyen mémotechnique, c'est que otari, otorino-laryngologiste, oreille. Et puis, des crabes, vous savez que les crabes sont de grands prédateurs. Celui-ci, c'est le crabe rouge des Galapagos, qui s'appelle aussi Sally pied léger, Sally lightfoot, et il obtient cette magnifique couleur après un certain nombre de mues. Il commence par être rose, puis orange, puis rouge, et effectivement, ça, c'est sa phase ultime adulte, on pourrait dire, et c'est un prédateur comme tous les crabes. Et vous voyez que là, il a attrapé un, un bébé tortue qui avait éclos il n'y a pas très très longtemps. Alors, votre itinéraire qui est assez sympathique, je le dis très librement, parce que bien c'est un itinéraire qui privilégie la visite d'une grande diversité d'îles et par là même d'une grande diversité d'espèces, bien entendu, avec une île dans laquelle on ne va pas souvent, qui est l'île Genovesa, qui est la plus au nord que vous voyez là-dessus. Donc un aller de Quito, directement de Quito, avec, vous le savez, si vous avez regardé de près le programme, une journée complète à Quito, ça vaut vraiment le coup parce que c'est une ville à l'architecture coloniale absolument magnifique, bon, qui est déjà, je ne sais plus combien, 2500 mètres d'altitude, donc ça, comment dire, on manque déjà un tout petit peu d'air, mais rassurez-vous, après vous volez vers Santa Cruz et là, vous serez pendant des jours et des jours au niveau de la mer.
Et pour revenir, vous partez d'un autre aérodrome des Galapagos sur la petite île de San Cristobal et vous arrivez à Guayaquil. Ce dont je ne me souviens plus, c'est si vous faites Guayaquil Europe direct ou si vous passez par Quito, mais peu importe, vous trouverez ça facilement. Alors voilà votre bateau. Votre bateau, j'ai souvent navigué sur ce bateau, je l'aime beaucoup, sincèrement. Il s'appelle l'Eco Galaxy, il est joli, il est confortable, il est à une taille parfaitement humaine puisqu'il y a 8 cabines, sans compter la cabine du capitaine et la cabine du guide du parc national. Donc c'est vraiment, vraiment très sympa, très, très convivial. Les gens sont la petite dizaine, je ne me rappelle plus combien ils sont, c'est peut-être marqué, 7 membres d'équipage, voilà, plus le guide, plus le directeur de croisière. Et donc 7 membres d'équipage qui sont adorables, qui vous aident pour embarquer, pour aller vous balader, pour faire du snorkeling, du palme-masque tuba. C'est eux aussi qui font la cuisine, qui font les cabines. Il y a vraiment une très très jolie ambiance sur ce bateau dont je vais vous montrer les plans. Là, c'est l'endroit par lequel on arrive, donc la poupe que vous voyez à gauche, avec des petits escaliers qui vous mènent depuis les zodiacs, depuis les embarcations, jusqu'à, vous allez voir la photo juste après, jusqu'à en gros le pont arrière du bateau. Et puis, vous avez cette grande pièce que vous voyez au centre, là, avec à la fois la salle à manger, le bar, le salon. C'est assez sympa. Les cuisines sont sur le petit escalier jaune que vous voyez. Enfin, on parvient aux cuisines par ce petit escalier jaune qui sont sous vos pieds. Et puis, vous voyez un couloir de chaque côté duquel il y a déjà les 4 premières cabines, la 2, la 3, la 4 et la 5, parce que la 1, c'est probablement la cabine du commandant. Et tout au fond, une petite, à la fois une boutique et puis une espèce de petit amphithéâtre dans lequel il est assez sympathique de faire des petites communications, de faire un petit récapitulatif le soir avec votre guide conférencière et avec votre guide du parc national, puisque le guide du parc national, on est dans un parc tout le temps, tous les jours, et il faut un guide du parc national qui soit originaire des Galapagos, un ou une, bien entendu, qui vous accompagnera tout le long du voyage. Donc, vous avez finalement 2 guides, c'est tout de même très confortable. Voilà, en haut à gauche, j'oserais dire le pont d'embarquement avec l'entrée vers les 3 autres photos, c'est-à-dire les 3 autres parties de cette grande pièce centrale. En haut à droite, vous avez en quelque sorte le salon, au sein duquel on peut aussi faire quelques petites communications, conférences, annonces, etc. Le bar, très important, en bas à gauche, et puis la salle à manger. Tout ça, c'est dans le même grand espace au premier pont. Les cabines, je vous ai dit qu'il y en avait 4 au premier pont, c'est celles qui sont sur la photo de gauche. Vous voyez en bas cette petite salle tout au fond du bateau dont je vous parlais, qui peut permettre aussi de faire les récapitulatifs le soir ou même une petite conférence. Et puis, on passe au pont supérieur, auquel on arrive évidemment par des escaliers, avec les 4 autres cabines, plus la cabine du capitaine à l'avant, la cabine du parc national des Galapagos et le bridge, c'est-à-dire la passerelle, c'est-à-dire le poste de commandement. Et lorsqu'on monte encore d'un étage, on trouve le pont Soleil, le sun deck, où il est très agréable. euh, bah, je ne veux pas faire comment dire, du mauvais humour, mais de voir des éruptions volcaniques de loin quand il y en a, et puis surtout de voir des levées, des couchers de soleil formidables. Il y a même très souvent, quasi systématiquement, des frégates, qui sont quand même des oiseaux de plus de 2 mètres d'envergure, qui viennent se poser juste tout près de vous. C'est assez sympathique, à voir. Alors, je vois une question aussi sur la température de l'eau, à laquelle, comme toujours, Paul a répondu très justement. En fait, au mois de novembre, l'eau est un peu plus fraîche, puisque vous savez, je vous l'ai dit en parlant des manchots, que selon la saison, on a donc une influence plutôt des courants chauds, plutôt des courants froids. Mais quand je dis que ce sont des courants froids, pour le snorkeling, eh bien, vous avez en novembre une moyenne de 21 degrés. 21 degrés, c'est quand même pas froid, d'autant plus que on met à votre disposition, l'équipage met à votre disposition des combinaisons
qui sont très faciles à porter, qui en plus vous permettent de flotter encore un peu mieux et qui évidemment vous gardent bien au chaud et vous permettent de rester plus longtemps à la surface de l'eau. Alors voilà un petit peu la manière dont ça se passe sur ces photos. Vous voyez l'éco-galaxie au loin, on est arrivé en zodiaque. Si c'est une île où il y a trop de courant, autour de laquelle il y a trop de courant, eh bien on va s'approcher tout près. Vous voyez des fous à pieds bleus là qui ne sont pas du tout effarouchés. Sinon, comme vous le voyez en bas, on va débarquer et on va aller faire vous allez faire une grande randonnée. C'est tout à fait sympathique parce que sur chaque île, le paysage, la végétation, les animaux sont complètement différents. Et voilà donc le fameux snorkeling. Le snorkeling, donc c'est à la surface, tout le monde peut le faire, vraiment tout le monde. Vous savez, moi, j'étais pas très chaud parce que j'aime beaucoup nager, mais j'ai un petit problème de, comment vous dire, de claustrophobie, donc ça me disait trop rien de plonger, mais là, on est à la surface et quand vous voyez ce qu'on voit justement en dessous, là, il y a quelques photos que nous a gentiment prêté Lionel Rabier, notre cher président, et vous voyez que on voit des tas de poissons, on peut rentrer se mettre à l'orée de petites grottes, on peut nager avec les raies, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, on peut régulièrement avoir la chance d'avoir une tortue marine qui passe comment dire, juste tranquillement en dessous. C'est pareil, c'est comme une chorégraphie. Beaucoup de touristes, non. Je continue à répondre aux questions. Beaucoup de touristes, non, parce que à part les îles qui sont très grandes où on a le droit de débarquer à 2 bateaux du moment qu'on n'est pas du même côté de l'île, dans toutes les autres îles, c'est un bateau à la fois. Donc, on n'est vraiment pas beaucoup dérangé par les autres, ce qui est quand même très, très important. Combien d'îles demande Monsieur Jean Alain? Eh bien, on va dire, c'est difficile parce que la distinction entre une île, un îlot et un rocher est pas facile. On dit généralement qu'il y a une vingtaine d'îles et plein de rochers autour. Des courants, oui, pas mal de courants, mais vos guides et tout le personnel et tous les marins du bateau seront toujours très très vigilants à vous installer lorsque vous ferez du snorkeling à des endroits où le courant n'est pas dangereux et pas trop fort. Et puis voilà pour cette dernière photo. Les points forts du voyage, vous les connaissez. Les conférences que vous donneront à la fois le guide des Galapagos et puis Anouk Pascal, qui sera votre conférencière naturaliste, qui connaît les Galapagos et qui est très compétente aussi en matière de nature. Et puis la journée à Quito, je vous en ai parlé. Les excursions sont incluses toutes dans ce voyage. L'équipe, on en a parlé aussi. N'oubliez pas que c'est un parc naturel, donc il y a un certain nombre de règles, mais qui coulent de source en matière de propreté, de respect, etc. La faune, vous avez vu à travers mes quelques photos qu'elle est quand même absolument fabuleuse. La flore n'a rien à lui envier. Et puis, on peut partir de la France, de la Belgique ou de la Suisse. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment. Vous voyez, on est à Puerto Ayora, là, sur la photo du haut, que quand on va faire la sieste sur les bancs du port, il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas déjà occupé. Et puis, je n'ai pas résisté à vous remettre notre beau mâle à la poche rouge de frégate. C'est quand même des couleurs d'un contraste absolument extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Merci Sylvain, merci énormément pour cette belle présentation. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, donc on va y répondre. On a une personne qui nous a demandé pour la vitesse de la croisière. Est-ce que tu pourrais nous répondre par rapport à ça? La vitesse de la croisière, c'est-à-dire si le bateau va vite ou pas? Et je pense. Et C'est bon, Madame alors écoute, Marguerite qui nous a demandé, hein. oui, alors ça dépend évidemment du programme de la journée. Souvent, on navigue, pas toujours, mais on navigue la nuit, donc un peu plus vite parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une certaine distance entre les îles. Donc, plutôt que de naviguer la journée alors qu'il y a plein d'autres choses à faire, eh bien, on va naviguer la nuit. Donc là, dans ces cas-là, on va un peu plus vite, mais enfin, ça reste tout à fait confortable. Et en revanche, quand on est autour des îles, eh bien, on est merci pour tous vos remerciements au passage. Eh bien, quand on est autour des îles,
on va évidemment tout doucement et on fait escale là où c'est possible de faire escale. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important à propos du rythme de la journée. J'ai encore un petit peu de temps? Bien Allez, sûr. on y va. Merci Célina. Donc, les journées, vous savez qu'on est à l'équateur, donc le soleil, en gros, se lève à 6 heures, se couche à 6 heures, et il y a des heures, on va dire, fraîches, pas forcément très chaudes, puisque les Galapagos, la température de l'air, c'est entre 24 et 31. Je ne vous dis pas que c'est frais, hein, mais bon, c'est supportable. Je vois qu'il y a une question sur le guide du parc. On peut avoir un guide francophone, mais ça n'est pas systématique. Ils sont souvent anglophones ou hispanophones, mais de toute façon, votre guide conférencière de voyage d'exception est là pour traduire. Je ne sais pas encore comment dire quel sera le cas de figure. J'ai eu plusieurs cas de figure au cours de mes différentes croisières aux Galapagos. On va Oui, patienter je vois encore qu'il y en un a petit qui ont été peu. voilà. Ouais. Je regarde s'il y a d'autres questions. Vous m'entendez toujours? Toujours, toujours, c'est super. Super, merci beaucoup. Voilà, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Oui, c'est facile à dire, je le reconnais humblement, mais quelqu'un l'a mis tout à l'heure, l'a écrit tout à l'heure. C'est un petit peu le voyage d'une vie. C'est-à-dire que c'est un endroit du bout du monde qui est complètement hallucinant. Alors c'est vrai que c'est un voyage qui est long, mais si on en a le courage, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Quand je dis long, je parle de l'aérien, mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est unique en son genre, c'est unique au monde. Donc je vous souhaite de tout cœur de pouvoir franchir le pas. Et merci encore de vos remerciements. Possible de rencontrer des scientifiques locaux et des ONG, probablement lorsqu'on fait des escales dans les villes, puisqu'on en fait plusieurs, à Puerto Basora, Puerto Ayora, mais il faudrait programmer ça avec votre guide du parc national, parce que, comment dire, ça n'est pas très, 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 très facile. Et merci encore pour les compliments. Au revoir. Merci à tous.